Royaume-Uni va livrer des centaines de missiles cette année. Bonsoir Xavier Titelman. Bonsoir Darius. Cette année encore, 2024, à l'Ukraine. Alors les images, c'était la réunion tout à l'heure à Kiev où se trouvait Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, Volodymyr Zelensky, bien sûr, qui était l'hôte de la réunion, et David Lammy, le ministre de la Défense britannique. Beaucoup d'annonces et surtout les États-Unis qui envisagent d'autoriser les missiles à longue portée frappant sur le sol russe, alors que la Russie et la Chine, on va le voir, sont en train de développer de manière très spectaculaire et menaçante leurs exercices conjoints à l'autre bout du monde. Cette visite-là, c'était inespéré pour les Ukrainiens il y a encore quelques mois. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un basculement où l'Ukraine revient en odeur de sainteté, y compris dans l'opinion politique américaine. Et donc ils osent revenir sur le terrain, ils osent montrer leur présence. Et par contre, au niveau militaire, ils sont sur une forme de rééquilibrage, puisqu'encore une fois, la Russie se permet énormément de choses et les États-Unis et les alliés de l'Ukraine sont simplement sur un décalage. Donc oui, avoir la présence de ministres européens, de ministres américains, de présidents européens également, notamment tchèques, le président du Sénat tchèque est également venu aujourd'hui, c'est quand même un symbole. Donc c'est quand même que présence et promesse, parce que c'est pas tout d'être là. Et ils promettent, ils vont être extrêmement loin. Quand ils disent on envisage maintenant d'autoriser les missiles à longue portée, de quoi parle-t-on exactement? Alors, dans tous les cas, les alliés de l'Ukraine vont continuer à respecter les règles qui leur interdisent de transmettre à l'Ukraine des missiles qui vont à plus de 300 km, alors que la Russie viole ses accords jour après jour avec la Corée du Nord et l'Iran. Mais ces missiles, jusqu'à maintenant, on leur interdisait de les utiliser sur le territoire russe, uniquement sur l'Ukraine occupée. Le problème, c'est que ça offrait à la Russie une impunité totale pour faire décoller ses hélicoptères, ses avions de chasse, et même tirer des missiles qui, après, vont tomber sur des hôpitaux à Poltava ou ailleurs. C'est-à-dire que la Russie avait la possibilité de ne craindre absolument aucune rétorsion en attaquant ouvertement le territoire ukrainien. Et ça, évidemment, on espère que ça va pouvoir changer, toujours avec cette limite de 300 km, donc pas Moscou, pour être très clair. De quel missile parle-t-on? C'est-à-dire, quand on dit que les Américains sont prêts à autoriser les missiles à longue portée, c'est quel type de missile? C'est ceux qui sont déjà sur le terrain, comme par exemple les attaques MS, mais qui sont pour l'instant sur le territoire ukrainien, donc c'est celui qu'on voit à l'écran. L'attaque MS peut aller à 300 km, l'intérêt c'est que c'est un missile balistique qui monte très haut. Il a prouvé que les systèmes de défense russes sont incapables de l'intercepter. Il a déjà détruit des dizaines de systèmes de grande efficacité, de grande valeur, notamment en Crimée et en Ukraine occupée, donc là on pourrait aller beaucoup plus au nord. Et ensuite il y a les missiles de croisière. Et là par exemple, on pense aux Français, le Scalp et la version britannique, le Storm Shadow, mais également une inconnue, est-ce que les Américains, avec l'arrivée des F-16, vont aussi fournir des missiles de croisière qui s'appellent les JASM, dont on voit ici des tests qui ont été réalisés, qui est également un missile de croisière qui porte à 300 km, qui finalement n'est pas plus performant que le français, sauf que le système français n'est intégré que sur un avion soviétique, le Sukhoi 24, qui n'existe qu'en une poignée, alors que le JASM est sur le F-16. Avoir beaucoup de missiles, le stock français, il est gentil, mais le stock américain, c'est x10, x100, et les F-16, il y en a des dizaines qui vont arriver. Ça veut dire qu'on peut imaginer ici des F-16 volant dans le ciel russe? Non, ça veut dire qu'on peut avoir un F-16 qui va rester dans la profondeur du territoire ukrainien, 20 km dans la profondeur, en toute sécurité, mais qui va pouvoir quand même lancer son missile qui va aller à 280 km de distance. On n'a pas besoin d'aller sur le territoire russe pour bombarder la Russie. C'est justement l'intérêt de ces missiles à longue portée. Ils sont efficaces sans se mettre en danger et sans perdre des avions. La limite, elle est à la fois technique et très politique. On le comprend très bien là. Ces 300 km, c'est juste avant Moscou. Est-ce que c'est une façon de dire ultime avertissement? C'est la règle. Je pense qu'on ne violera pas les accords qu'on a signés par le passé. La Russie les a violés. Le ministre des Affaires étrangères russe a dit ouvertement on ne respecte plus la règle, on ne demande même pas au Conseil de sécurité de l'ONU pour récupérer des armes en Iran. Nous, on va toujours respecter ces armes, donc il n'y aura pas d'avertissement ultime. On n'ira jamais plus loin que cette limite-là. Et quand même, ça va loin. Quand on voit Kaliningrad, Kaliningrad, c'est la base d'où partaient un certain nombre de soldats qui sont allés se battre à Koursk. Bien sûr. Il y a une base nucléaire à Kaliningrad. Je doute que les Ukrainiens aient envie de bombarder des bases nucléaires russes, parce que là, pour le coup, on change réellement de niveau. Par contre, intercepter les avions avant qu'ils ne décollent, avant qu'ils aillent faire du bombardement sur le territoire, intercepter des convois, détruire des quartiers généraux, comme ils l'ont fait avec le siège de la flotte de la mer Noire, ce sera ça l'objectif de ces missiles. Et là, on voit les bases aériennes qui sont quand même nombreuses. Oui, ça aurait un effet direct sur le terrain. Vous connaissez les Ukrainiens bien, vous travaillez avec eux, vous travaillez même pour eux, si j'ose dire, vous vous engagez, vous construisez, vous êtes observateur, mais vous êtes aussi acteur. Est-ce qu'il y a une part d'eux, c'est pas infamant, c'est ce que les Anglais faisaient pendant la Seconde Guerre mondiale, qui rêvent qu'on entre en guerre contre la Russie? Les Anglais, pendant la Seconde Guerre mondiale,
rêvait, attendait que les États-Unis entrent en guerre contre l'Allemagne. Bon, c'est tout à fait... Chez les civils, il y a plusieurs niveaux. Les civils voudraient ouvertement qu'on tape sur les civils russes. Les civils voudraient, nous on se fait taper dessus, tapons sur les civils russes de l'autre côté, et ça les militaires le refusent évidemment. Par contre, leur souhait, j'ai jamais entendu un soldat ukrainien qui me dit « venez vous battre à notre place ». Par contre, venez assurer la sécurité, venez empêcher les actes terroristes, venez empêcher les missiles, faites de la défense du ciel comme vous avez protégé le nord de l'Irak par exemple, protégez-nous. Venez le long de notre frontière pour empêcher une nouvelle invasion via la Biélorussie. Mais pardon, qu'on le souhaite ou qu'on le déplore, encore une fois, je ne mets pas de nuance morale à cela. Est-ce qu'il y a une idée chez eux d'entraîner l'Occident dans la guerre? Je ne l'ai jamais entendu de leur part. Leur but c'est maintenez la paix et laissez-nous nous battre. Donnez-nous les armes nécessaires pour nous battre. J'ai jamais entendu un Ukrainien dire « venez faire la guerre avec nous ». Par contre, il est très clair qu'un pays comme la Pologne l'a déjà dit ouvertement, si l'Ukraine n'était plus capable de tenir le front, alors les Polonais entreraient en guerre. Mais ça, personne ne le souhaite. Est-ce qu'on se voile la face sur la réalité d'une guerre qui monte? Si on regarde bout à bout ce qui se passe depuis février 2022, oui, c'est un affrontement global, planétaire, toujours plus puissant. On va voir ce qui se passe dans un instant dans l'extrême-orient russe. C'est extrêmement spectaculaire. Mais d'une manière globale, la Russie a utilisé tous les leviers qui étaient en son pouvoir pour nuire à l'Ukraine directement ou indirectement. On va parler d'Asie. La Corée du Nord a recommencé à bombarder la Corée du Sud juste au moment où la Corée du Sud allait transmettre des obus. Ils ont cherché à déstabiliser le Soudan qui a énormément. Ils ont recommencé à faire du terrorisme dans le sud du Maroc via le Front Polisario quand le Maroc allait donner. Donc il y a une vision globale où même l'Iran a rebombardé le Pakistan quand il avait donné des chars T-80 à l'Ukraine. Oui, il y a une vision globale, mais à cause de la Russie, encore une fois. Le soutien à l'Ukraine, ce n'est qu'un soutien matériel. Quand les Américains soutenaient Israël, ils n'étaient pas en guerre contre l'Égypte, par exemple. Et quand la Russie soutenait la Syrie contre Israël, ils n'étaient pas en guerre contre Israël. Et nous, on se contente de donner du matériel. On n'est pas engagé, on n'est pas belligérant dans cette guerre et on ne le sera pas. Quelle est la nature de la menace russe? Écoutez-la, elle s'exprime ce soir et on va voir qu'elle a peu de corps pour ce qui est le terrain, disons, relativement peu de corps sur le terrain européen. En revanche, pour ce qui est de l'Extrême-Orient et de l'Asie, il y a une offensive extrêmement marquante. Écoutez Peskov, le porte-parole du Kremlin. La réponse sera appropriée. Elle sera appropriée. Vous savez, il n'est pas nécessaire d'attendre des réponses partout. Les opérations militaires spéciales sont la réponse à toutes ces activités. Ah, ce sont les paroles. Quels sont les actes? On va le voir sur le terrain dans la région de Koursk, puis en Extrême-Orient. D'abord sur le terrain dans la région de Koursk. Il y a visiblement une contre-offensive des Russes importante. D'ailleurs, les Ukrainiens le reconnaissent eux-mêmes. Beaucoup d'officiers ukrainiens parlent à la presse ukrainienne ou anglo-saxonne en disant c'est compliqué. Petit à petit, cette fois, les Russes reprennent de l'avantage. Ça y est, ils ont pris. Alors, il faut savoir aussi que quand on parle aux Ukrainiens qui étaient engagés dans Koursk, ils ont pris plus que ce qu'ils espéraient tenir. C'est-à-dire que ils espéraient par exemple tenir 800 km², mais ils ont avancé un peu plus loin, 1200 km², pour pouvoir construire des lignes de défense qui étaient relativement plus solides. Donc il est prévu pour eux qu'ils se replient au fur et à mesure quand les Russes vont attaquer. Et on commence effectivement à voir les premières images des offensives de la part de la Russie. L'image de l'offensive est partagée par la Russie, et là c'est maintenant au bout de 2 ans de guerre, on voit comment ça fonctionne. Si c'est à l'avantage de la Russie, ils diffusent des images dès le lendemain, et on n'a pas vu d'image dès le lendemain par la Russie. Soyons honnêtes, en général ils diffusent jamais les images qui leur sont défavorables. Les Ukrainiens les diffusent 3-4 jours après. Et si on n'a pas d'image, zéro pour l'instant, c'est a priori que ce sera positif pour l'Ukraine demain ou après-demain. En tout cas, vous êtes un observateur incroyable parce que vraiment vous suivez quasi mètre par mètre ce qui se passe. Quels sont les moyens que les Russes engagent? Ils ont engagé tout ce qu'ils pouvaient engager. Ils ont retiré du front, du reste du front, énormément de moyens, notamment de l'artillerie. Ils ont mis des hélicoptères qui n'opèrent plus, notamment dans le nord. Et là, j'ai des copains, c'est un Kamov 52. Donc j'ai des Français qui se battent dans le nord de Kharkiv qui me disent on n'est plus attaqué maintenant depuis qu'il y a eu l'offensive de Koursk. Donc eux, ils sont vraiment aujourd'hui tout à fait au calme. Il y a des troupes qui ont été rapatriées de partout, de Kaliningrad. Même les milices africaines russes engagés en Afrique, comme par exemple Ber qui était engagé au Burkina Faso, ils les ont rapatriés d'urgence pour les engager dans Koursk. La Russie n'a pas de réserve stratégique. Ils ont engagé tout ce qu'ils pouvaient à ce moment-là et ils ont concentré 2 axes d'effort dans la région de Pokrovsk et Vuhledar, donc dans le sud de l'oblast de Donetsk. Et l'autre effort maintenant qu'ils vont commencer à faire, c'est Koursk. Mais l'objectif de Poutine, il avait donné l'ordre à son armée de reprendre et de libérer l'oblast de Koursk avant la fin du mois de septembre. Aujourd'hui, c'est ça leur objectif, mais à la vitesse où ils vont, ils sont quand même mal partis pour y arriver.
Regardez cette colonne de chars russes. On est là dans la région de Koursk. C'est une des images, on la verra dans quelques instants. Il y a évidemment un engagement des chars. Ça, c'est la bataille traditionnelle des Russes. Bien sûr, alors ils arrivent encore une fois en colonne, c'est-à-dire qu'ils ont une façon d'arriver qui est toujours la même, qui en plus les met en danger, puisqu'a priori les Ukrainiens disposent de l'artillerie mobile avec les attaques MS qui permet de taper dans la profondeur. Quand vous avez une colonne de chars, le temps que le missile arrive, vous allez taper le char derrière, même si vous tapez au milieu de la colonne. Ils ont une méthode qui est étonnante parce qu'elle ne progresse pas réellement. Après, dans la zone, des retours que j'en ai, les Ukrainiens ont quand même une grosse domination également en nombre de drones. Donc là, on voit des drones qui sont lancés par les Russes dans la région. Mais réellement, il y a quand même une forte capacité de présence parce que les Ukrainiens ont engagé du matériel moderne. Ils ont engagé des troupes qui étaient relativement expérimentées, mais qui tenaient cette frontière et finalement qui n'étaient pas réellement utiles jusque-là. Et le fait que la Russie ait besoin d'engager 30 à 50 000 hommes dans la zone, c'est autant d'hommes évidemment qui manquent sur le reste du front et pour progresser en Ukraine occupée. Là, les moyens ici, quand on dit qu'il fallait 20 000, 30 000 hommes, peut-être 50 000 hommes russes, est-ce qu'ils les ont là ? Pas encore. Pas encore. Il faut justement, pour pouvoir comprimer l'assaut russe sur tous les bords en même temps, il faut qu'ils aient plus de monde que ce qu'ils ont déjà réussi à obtenir. Pour l'instant, ils essaient d'attaquer sur un seul axe d'après les images qu'on a, et a priori, j'ai pas d'informations comme quoi ils attaqueraient par d'autres axes. C'est-à-dire qu'ils essayent de progresser sur une colonne en particulier, mais ils sont pressés aussi par le début de la Rasputitsa. Pour l'instant, il fait beau. Ils ont que 3 semaines pour réussir à dégager les Ukrainiens de leur territoire. Au-delà, ça voudrait dire que les Ukrainiens sont capables de tenir peut-être jusqu'en février de l'année prochaine, et ça, évidemment, politiquement, c'est insupportable. D'autant que Poutine a donné l'ordre de les dégager. Commentez pour nous ces deux séquences assez révélatrices. D'abord, cette colonne de chars russes, on en parlait, on est là dans la région de Koursk. Et ce sont ces chars, c'est quel type de chars ici qui sont engagés ? Alors on est un peu loin, mais il y a forcément du T-80. J'ai l'impression qu'il y a du BMPT Terminator, qui est une sorte de véhicule blindé qui peut aussi aller en hauteur pour taper, par exemple, dans les immeubles en combat urbain. Mais c'est une colonne tout à fait classique. Peut-être que le premier est un lance-missile roquette multiple. Donc en fait, c'est traditionnellement l'accumulation de tout ce dont on a besoin pour faire du combat rapproché, à distance, et de l'artillerie mobile également. La machine de guerre russe, on dit beaucoup, l'économie russe a d'énormes faiblesses. Oui. En revanche, c'est une économie de guerre. Eux se sont mis en économie de guerre. Est-ce qu'on en a ici l'illustration ? Par la masse de chars qui sont produits. Ça reste des stocks. Ça reste des stocks. Et quand on analyse mois après mois l'évolution du stock de chars qui est engagé, désormais plus de 20% des chars qui sont engagés, et ils en engagent de moins en moins sur le terrain. 20% des chars engagés sont des chars de l'époque des années 60, des chars T-55, T-62 et T-64. Donc oui, ils ont toujours évidemment de la masse et du stock, mais ils ne produisent pas autant de chars que ce qu'ils perdent chaque mois sur le terrain. Donc structurellement, c'est une armée qui est de plus en plus vieille. Autre séquence, ce sont les positions ukrainiennes cette fois qui sont bombardées. Et là aussi, on voit que les Russes essaient maintenant de réduire cette énorme poche que les Ukrainiens ont réussi à créer dans la région de Koursk. Voilà, ces bombardements-là. Alors, très concrètement, les Ukrainiens ont pris en 3 semaines en superficie l'équivalent de ce que les Russes ont pris en 7 mois dans le début de l'année. Donc 1200 km², c'est absolument gigantesque. Oui, ils commencent évidemment à faire des attaques, ils essaient de faire des contre-offensives, ils essaient de bombarder localement. Et là, c'est ce à quoi je ne m'attendais pas. Moi, je pensais que les Russes tenteraient de reprendre ces villages d'une manière offensive, avec une vraie charge de cavalerie blindée, avec des outils de mêlée. Et non, ils font comme en Ukraine, ils rasent leur propre ville, ils tuent leurs propres habitants, leurs propres civils, en espérant que ça mette le terrain à plat pour pouvoir avancer plus facilement derrière. Et je pensais réellement que les Russes ne massacreraient pas leur propre population pour progresser. Encore une fois, une erreur d'analyse de ma part. Oui, la tradition russe, d'ailleurs, les historiens russes s'en vantent. Ils rappellent que pendant l'offensive française où la France envahissait, l'offensive allemande, quand l'Allemagne envahissait, ils ont souvent sacrifié des villes, des champs, des régions entières. Beaucoup de personnes pensaient que les Russes n'étaient plus les mêmes, qu'ils n'étaient pas capables d'être... On en est à 600 000 pertes prouvées aujourd'hui quand même en Russie, 600 000 pertes, juste pour les militaires engagés. Je ne pensais pas qu'ils tueraient leurs propres civils pour essayer de reprendre une localité sur laquelle ils pourraient contourner. Ça, c'est encore une fois le défaut de domination militaire. Quand les Ukrainiens s'en donnent les moyens, qu'ils attaquent sur une zone, ils prennent 1200 km carrés en 3 semaines. Quand les Russes essaient de se donner les moyens, ils n'y arrivent pas, et donc ils finissent par raser tout ce qui est face à eux. Est-ce qu'on les a sous-estimés ? Moi, j'étais frappé d'entendre beaucoup de militaires français de haut grade, général d'armée, sur ce plateau dire... En réalité, aujourd'hui, dans beaucoup d'affrontements entre les Occidentaux et les Russes, on n'est pas certain de l'issue.
Moi, je pense qu'on les a surestimés matériellement. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on les pensait beaucoup plus forts qu'ils n'étaient réellement. Et On peut pas dire ça. Rappelez-vous, Eitelman, sur des plateaux, y compris ici, où on a montré des images. Et il y en avait, de l'alcoolisme dans l'armée russe, bien sûr, des soldats qui voulaient se mutiner, et il y en avait, tout ça est vrai. Souvenez-vous du mois de mars, quelle est la proportion des invités qui pensaient que l'Ukraine survivrait. Ah oui, ça, j'étais peut-être le seul. Bien sûr. Mais objectivement, ça, c'était la fameuse histoire, ça va s'écrouler, mais on avait vu ça pour l'Irak aussi. Hein. Mais, la guerre va durer, non. La réalité, c'est qu'on les a surestimés au début, et qu'ensuite on a sous-estimé leur capacité à se réinventer et à perdre des hommes. Oui, mais parce aujourd'hui, fait qu'ils tiennent. Quand on voit que la CIA dit, alors évidemment la CIA prêche pour sa paroisse, elle veut du budget, les Américains, les militaires veulent du budget, mais quand ils disent attention, la Chine et la Russie, et on va voir l'illustration dans un moment, ont des moyens plus importants qu'on ne le pensait. S'ils s'associent, c'est une catastrophe géostratégique. S'ils s'associent militairement, la Chine manque de technologies que la Russie a aujourd'hui. Par exemple, les systèmes de moteurs, les systèmes de réentrée spatiale que l'Iran et la Corée du Nord cherchent à obtenir depuis des années. Donc si la Russie devient une puissance qui va aider tous ces États faillis à avoir des technologies... Xavier, vous dites si... Mais on le constate malheureusement. On y est déjà. On le constate et c'est interdit par les chartes que la Russie a signées elle-même. Mais on ne fait que constater que malheureusement la Corée du Nord aura une capacité d'être... Vous croyez vraiment que la signature de ces chartes les préoccupe le moins du monde ? Elle ne préoccupe pas la Russie, malheureusement. Je ne pense pas non plus. On continue à respecter. Mais alors, dans ce cadre-là, il faut qu'on accepte, nous aussi, de ne pas respecter notre signature. Les traités que la Russie viole tous les jours, violons-les aussi, et donnons l'autorisation à l'Ukraine de taper à plus de 300 km. Et là, on aura vraiment une symétrie. Il faut rétablir une symétrie avec la Russie, sinon on fera que reculer. Regardez l'exercice majeur que les Chinois avec les Russes sont en train de mener sur plusieurs mers. C'est cet exercice appelé Océan 2024. Voilà certaines de ces images. 400 navires, 120 aéronefs, 190 000 soldats. Quelle est la part d'abord, disons, du cinéma, il y a un petit côté Potemkin, et de l'engagement réel de certaines armes? Ce qui est dramatique, c'est de voir des avions, le Tupolev 160, qui étaient ukrainiens, 100% ukrainiens, que les Ukrainiens ont rendus en échange en pensant qu'il y aurait la paix universelle parce qu'ils avaient signé des traités de reconnaissance de leurs frontières avec la Russie que la Russie a violés. La Chine et la Russie, ensemble, ils peuvent mobiliser évidemment des centaines de bateaux, mais quand on voit les images de ces bateaux, c'est pas des bateaux de premier rang. Ils n'ont pas de porte-avions géants comme les Américains, nucléaires, avec des dizaines et des dizaines d'aéronefs embarqués. Ils ont des systèmes qui datent de l'époque soviétique, ils ont des croiseurs nucléaires, et puis là, au milieu, les plus gros bateaux, en fait, c'est des pétroliers ravitailleurs. C'est pas réellement avec ça qu'on fait la guerre. Donc là, ça fait joli. C'est impressionnant, mais en réalité, la capacité opérationnelle combattante, là on voit quand même qu'il y a des gros missiles à l'avant, des SS, je ne sais plus combien, c'est quand même une capacité opérationnelle évidemment, mais elle est quand même infiniment plus faible que ce que les Américains ont par exemple dans la zone, sans compter la Corée du Sud, le Japon et tous leurs alliés. Le développement majeur de la marine chinoise. Alors eux, ils sont en train de développer une marine extrêmement puissante, et ça, c'est pas pour faire joli. Ils sont sur une évolution, une structurelle très très importante. Ils ont aujourd'hui par exemple une capacité à déployer 40 000 hommes par jour sur Taïwan. C'est pas suffisant pour faire un assaut, c'est pour ça qu'on pense pas qu'ils puissent faire d'assaut avant 2035, 2040, mais néanmoins ils sont sur une évolution qui est très importante. On ne connaît pas leur capacité réelle opérationnelle. Est-ce que leurs bateaux qui sont faits en aluminium vont être capables d'encaisser et de résister à des missiles? Et ça, c'est vraiment la question aujourd'hui. Oui, en tonnage, en affichage, en nombre d'obus, en nombre de missiles, en nombre de têtes nucléaires, c'est en train d'exploser. Mais est-ce que cette armée est réellement opérationnelle? Les rares fois où la Chine a été engagée sur des théâtres d'opération, ça s'est plutôt mal passé pour elle au Vietnam ou ailleurs. Et leur marine n'a jamais été même déployée pour participer aux luttes contre la piraterie. On ne sait pas s'ils savent tenir 40 jours à la mer avec leurs pétroliers et tout le reste. Et encore une fois, le transfert de connaissances, de compétences de la Chine de la Russie vers la Chine, ça c'est également ce qui est craint sur le long terme. Regardez cette séquence sur les lancements de missiles depuis les navires. Je ne sais pas si on va la voir maintenant, puisque c'est une démonstration de force qui n'est pas seulement pour la montre, mais il y a effectivement un certain nombre d'armements nouveaux qui sont présentés, nouveaux ou moins nouveaux, par les Russes. Nouveau, j'ai rien vu de nouveau dans ce qui était ici, mais s'ils avaient du matériel nouveau, peut-être qu'ils pourraient le déployer en mer Noire pour montrer vraiment son efficacité. Aujourd'hui, c'est une mer le seul endroit où les Russes auraient besoin d'avoir une flotte qui se renforce, c'est dans la mer Noire, et ils savent très bien que s'ils y vont, ils se font couler leurs bateaux, puisque un bon tiers de leur flotte a été coulé. Ils n'ont plus de flotte opérationnelle capable de peser, par exemple, un débarquement sur Odessa. Donc oui, c'est bien, c'est joli, mais là où ils en ont besoin, ils ne se déploient pas.
Et vous avez beau avoir des croiseurs nucléaires, à partir du moment où ces croiseurs nucléaires sont demain victimes d'un missile Neptune, et c'est ça la grande surprise. Même les Indiens l'ont dit, alors que les Indiens étaient en train de louer un sous-marin nucléaire russe pour des décennies. Ils sont en train de revenir en arrière sur ces choix parce qu'ils étaient étonnés de la faiblesse et de la fragilité de la marine russe. Et c'est les Indiens qui le disent. C'est soi-disant un ami des BRICS de la Russie. Et le constat, c'est quand même qu'ils ont beau essayer de faire les beaux, c'est du matériel ancien et qui est moins performant que ce qu'on croyait. Quand on voit la carte de tous ces exercices, russes, chinois, peut-être qu'il faut voir la carte de l'Extrême-Orient, oui, là où ces exercices sont menés, tout est intéressant dans cette carte parce qu'en réalité, ce golfe dit de Pierre le Grand, c'est évidemment une sorte comment dire, en miroir de ce qu'est l'autre ville de Pierre le Grand qui est Saint-Pétersbourg. Là, on est à l'autre bout du monde et ça défie la Corée du Sud, grand allié des Américains, les Japon, grand allié des Américains, et on est dans la région évidemment de Taïwan aussi. Bien sûr, et avec la Corée du Nord même, qui participerait en tout cas facialement, ils disent qu'ils vont participer avec un navire également sur la région. Donc oui, il ne faut pas le nier, ils ont des alliés dans la zone, et ils ont aujourd'hui les pires alliés dont on puisse craindre. Vous vous souvenez de l'axe du mal de George Bush, on ne regrette pas George Bush, mais néanmoins sur ce coup-là, la Corée du Nord, l'Iran, la Russie, la Chine, et ben là ils sont en train de recréer un axe. Et le transfert de technologie entre tous ces pays-là, notamment de la Corée du Nord vers l'Iran, c'est ce qu'on observe et c'est ce qu'on craint, avec des missiles comme le Shahab 4 qui sont capables de toucher la France aujourd'hui. Et cette prolifération, pour l'instant non nucléaire, heureusement, elle est dramatique. Et dans la zone, le fait qu'ils accumulent une potentiel opérationnel qui est en croissance, c'est un problème. Et le fait qu'ils osent titiller de plus en plus loin, les États-Unis y compris. Vous savez qu'il y a quelques semaines, il y a eu une patrouille aérienne, là on parle de flotte navale, mais il y a eu une patrouille aérienne commune entre des avions chinois et des avions russes qui se sont permis de rentrer dans l'ADIZ, c'est-à-dire la zone d'identification obligatoire, au large de l'Alaska. Ils vont titiller les États-Unis. Alors évidemment, il y a la capacité opérationnelle américaine qui est infiniment meilleure, mais n'empêche qu'ils se permettent des choses qu'ils n'osaient pas faire il y a seulement quelques années. Et l'ambiance autour de l'Ukraine, le fait qu'on le recule sur l'Ukraine, c'est ça qui donne des ailes aussi à toutes ces dictatures. Beaucoup disent la prochaine guerre mondiale, si elle doit débuter, ce sera là. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des volontés impérialistes territoriales qui sont très fortes dans la région. J'ai beaucoup critiqué les États-Unis avec l'impérialisme qu'ils ont pu appliquer en Irak, par exemple, ou leur attitude en Afghanistan, mais néanmoins, ils ne modifient pas les frontières à leur avantage. La non-reconnaissance de Taïwan comme île indépendante, comme État indépendant, c'est un problème. La Chine est en conflit territorial avec la totalité de ses voisins. Le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, Taïwan, Brunei, même. Enfin, c'est invraisemblable parce qu'ils ne peuvent s'entendre avec personne autour d'eux. Même avec la Russie, ils ont des conflits territoriaux autour du fleuve Amour. Et donc ces pays qui ont une volonté hégémonique, qui ont une procédure d'attaque sur leurs voisins, les images sont très connues maintenant avec par exemple le fait d'attaquer les gardes-côtes philippins en les arrosant avec une sorte de gros jet d'eau, le fait d'envoyer du cyanure dans les récifs coralliens pour détruire les récifs coralliens. Oui, c'est sous le niveau de conflictualité ouvert. Mais le jour où ils essaieront d'aller plus loin et le jour où ils dépasseront ce seuil, eh ben forcément, ça risque de dégénérer. Personne ne le souhaite, mais est-ce que tout le monde doit reculer parce que la Chine est de plus en plus agressive ? La réponse, évidemment, est non. Il faut être ferme, comme Kennedy a pu être ferme autour de Cuba. On parlera dans quelques instants de ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, du débat Trump-Harris, le rôle des Américains. Pour eux, la conscience que c'est dans cette région-là, ce qu'on voit là, que l'affrontement principal a lieu, que nous n'avons pas en Europe. Mais oui, alors après il y a aussi un effet cascade. L'Ukraine, nous n'avons pas respecté nos engagements envers l'Ukraine, par exemple le mémorandum de Budapest. L'Ukraine a rendu ses armes nucléaires en 1994 en échange d'une garantie de protection de la part des États-Unis, de la Chine, de la France, des États-Unis, pour soutenir et pour respecter son intégrité territoriale. Nous n'avons pas respecté cet accord. Par contre, avec Taïwan, ce sont des accords qui sont contraignants. Avec le Japon, avec la Corée du Sud, avec les États-Unis, qui vont réellement, si jamais la Chine cherche à débarquer, qui vont empêcher un blocus. Et là, on est sur une guerre ouverte. Nous, on a décidé de soutenir correctement l'Ukraine. Si on avait soutenu l'Ukraine correctement avant, c'est-à-dire si on avait déployé des forces, par exemple, sur le nord du pays et qu'on les avait armées, ça aurait dissuadé correctement la Russie. C'est ce qu'on essaye de faire, la dissuasion. Si Taïwan est suffisamment armé, il y aura une dissuasion qui empêchera la Chine de commencer et il n'y aura pas de guerre. C'est par le dépense militaire, malheureusement, comme le dit la CIA, qu'on va empêcher l'emballement. Écoutez Vladimir Poutine qui menace, et là, quand il parle, on va l'entendre dans quelques instants, Vladimir Poutine qui parle de cet affrontement mondial, mais d'abord combien Volodymyr Zelensky attend sur les États-Unis. J'en parlerai d'abord avec le président Biden, parce que le plan dépend essentiellement du soutien des États-Unis.
et d'autres partenaires. Mais je pense que tout le monde comprend qu'il y a un degré d'influence et un degré d'assistance et qu'il n'y a donc pas de mots superflus ici. Il me semble que la raison pour laquelle je vais procéder dans cet ordre est claire. Voilà, l'attente sur les États-Unis. On va reparler dans quelques instants avec Louis Sarkozy de ce qui se passe aux États-Unis et notamment de ce que Donald Trump a déclaré quand on lui a demandé ce que vous voulez la victoire de l'Ukraine. Il a été très évasif. Oui, alors malheureusement, Donald Trump, il peut être qu'évasif systématiquement. Il a dit qu'il veut la fin de la guerre. Il n'a pas répondu qu'il voulait la victoire de l'Ukraine, contrairement à la quasi-totalité des politiciens américains, républicains comme démocrates. Il a dit « je veux la fin de la guerre ». Tout le monde veut la fin de la guerre, et les Ukrainiens en premier. Et la seule façon d'obtenir aujourd'hui la fin de la guerre, c'est de faire en sorte que la Russie ait la certitude que l'Ukraine ne s'effondrera jamais. Nous, Européens, on a donné quasiment le matériel qu'on pouvait. On a donné tous nos stocks et réellement on n'en a plus beaucoup aujourd'hui et on ne fournit que notre production qui est pas à la hauteur puisqu'on n'a pas investi suffisamment dedans. Le seul pays qui a les stocks et qui permettrait de fournir à l'Ukraine des équipements qui lui permettent de faire comprendre à la Russie qu'elle n'a aucune chance, c'est les États-Unis. Ils ont chaque année des milliers de chars à donner, plus d'un millier de chars par exemple, ils pourraient donner sur 3 ans, 3000 chars, objectif 2027, l'Ukraine aurait 3000 chars. Les Russes n'iront jamais plus loin. Ils pourraient donner des centaines d'avions de chasse, des milliers de missiles, et ils pourraient le décider aujourd'hui. Et là, la Russie s'arrêterait parce qu'aujourd'hui, la Russie, elle croit qu'elle a encore une chance de gagner. Est-ce que les Américains calibrent encore la guerre? Je rappelle la principale nouvelle que nous sommes encore en train de développer. Les Américains qui envisagent de donner des missiles à longue distance. Ça aurait paru inimaginable. On aurait crié la Troisième Guerre mondiale immédiate il y a encore quelques mois. Là, ils le font. Mais est-ce qu'encore maintenant, ils calibrent juste assez? Pas assez à mon goût, mais en tout cas, c'est de leur point de vue un rééquilibrage à la traîne avec des mois et des mois de retard. Mais ça, ils l'avaient dit. Ils avaient promis que le jour où l'Iran fournirait des missiles balistiques à la Russie, ils fourniraient eux aussi des missiles ATACMS à longue portée. Donc finalement, ce n'est que valider les promesses qu'ils avaient faites à l'époque. Le général Yakovlev, dont on rejoindra dans quelques instants sur ce plateau, il a ce mot, lui, il utilise toujours ce mot. Il dit les Européens sont naïfs, ils croient que les Américains vont au bout de leurs possibilités. Non. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent que l'Ukraine gagne, mais pas trop quand même. Ils veulent que l'Ukraine gagne, mais sans récupérer ses territoires aujourd'hui. L'Ukraine n'a aucune chance de récupérer et de libérer son territoire si les Américains ne l'aident pas massivement dès maintenant. Et donc oui, une victoire où ce sera un cessez-le-feu, l'Ukraine existe encore, c'est une victoire. L'Ukraine est libre, ça c'est une vraie victoire. Et la Russie, quand à la fin de la guerre, elle dira j'ai pris 10 km² ou 10 000 km², elle pourra dire que c'est une victoire de son point de vue aussi. Et malheureusement, si les États-Unis sont faibles, on revient sur cette idée que la faiblesse des alliés de l'Ukraine, c'est la faiblesse des alliés de Taïwan, de la Corée du Sud, et là, ça provoquera d'autres guerres. L'hypothèse que les Russes veuillent aller à la guerre, qu'en réalité, ils soient dans ce qu'on appelle une logique de guerre. Mais ça, c'est aussi avéré par les fuites qu'ils ont eues. Ils ont des plans officiels. À partir du moment où ils vont être 3 ans en paix en Ukraine. À partir du moment où ils vont pendant 3 ans arrêter de perdre des hommes, des troupes, du matériel, ils vont accumuler une force qui va atteindre à peu près 1 million d'hommes en recrutant à peu près 1000 personnes par jour. C'est le chiffre aujourd'hui qu'ils ont et ils veulent continuer à le faire, y compris quand ils seront plus en guerre avec l'Ukraine, des centaines et des centaines de blindés, et ils s'alignent face aux pays baltes, et ils attaquent un des pays baltes plus rapidement que notre capacité de mobilisation. En 2 semaines, ils sont en face, en 3 semaines, ils attaquent, ils rejoignent l'enclave de Kaliningrad, et nous, on met 3 semaines à se mobiliser, et ils disent, si vous venez, bombe nucléaire pour tout le monde. Ça, c'est le plan que les Russes ont mis en œuvre, ont déployé, et qui a été attrapé à la fois par les services secrets allemands, polonais, des pays baltes, et les Anglais qui l'ont révélé. Les Russes ont commencé à travailler à l'annulation de la reconnaissance des États baltes en tant que pays indépendants, à la Douma, officiellement le parti présidentiel de Poutine. Oui, ils se préparent à la guerre et nous, on les regarde faire. Et si on soutenait correctement l'Ukraine, encore une fois, on aurait la certitude que les Russes ne peuvent pas ensuite nous attaquer. Il faut les affaiblir, il faut que la Russie perde tout de suite pour éviter une 3e guerre mondiale. Ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. On voit bien que là... Aujourd'hui, on fait en sorte qu'ils s'épuisent, mais doucement. Et moi, je n'ai pas envie que la Russie s'effondre et qu'il y ait 50 pays avec la bombe atomique à l'intérieur. Je voudrais que la Russie renonce aujourd'hui, revienne en arrière, comprenne qu'elle n'a aucune chance, redevienne un pays fréquentable, qu'on soit allié avec la Russie. J'intervenais sur Russia Today il y a encore 3 ans, je n'ai pas de problème avec les Russes, mais cette attitude agressive qu'ils ont aujourd'hui, il faut qu'on revienne en arrière pour avoir des relations de bon voisinage. Il y a des pro-ukrainiens de toute obédience, plutôt de gauche, plutôt de droite. Vous êtes clairement dans le camp des pro-ukrainiens de droite, souverainistes européens. On va reparler aussi de l'Europe. Quand vous voyez cette Europe qui change très rapidement, en réalité, l'Europe telle qu'on la rêvait il y a encore quelques années disparaît.
Je ne sais pas de quelle Europe on rêvait il y a quelques années. Moi, je suis souverainiste français, si possible, européen si nécessaire. Donc quand on peut avoir le matériel français national souverain pour être capable militairement d'intervenir tout seul et d'aider seuls nos alliés quand ils en ont besoin, c'est ce que je souhaite. Après, les financements, il faut le reconnaître, c'est plutôt européen parce qu'on n'a pas les finances tout seul pour le faire. Mais le génie gaulien d'avoir voulu d'abord l'arme nucléaire. Bien sûr. Aujourd'hui encore, chaque jour, on en mesure l'intérêt. Et une défense, si possible, indépendante. Alors, on avait sous-investi pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, revenir à la hauteur de ce qui est nécessaire pour être un État souverain indépendant dans le domaine militaire, ça coûte réellement très cher et on n'est pas à la hauteur de ces enjeux-là. L'investissement dans la base industrielle et technologique de défense, oui, on a gardé les technologies, mais on n'a pas acheté la masse. Et ce qu'on voit dans la guerre en Ukraine et ce qu'on voit, ce qui est nécessaire pour freiner un pays comme la Russie, c'est qu'il faut une grande quantité de matériel. Les drones kamikazes aujourd'hui, c'est 350 € ce drone kamikaze. Les drones kamikazes nocturnes, c'est 700 €. Et nous, nos drones kamikazes, on espère qu'ils coûteront moins de 20 000 € produits en France en petite quantité. L'objectif de la France, c'est d'avoir 5 000 drones en 2028. Les Ukrainiens, ils en consomment 3 000 chaque jour. Évidemment, on n'est pas sur le même rapport.